Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. À Toronto, la police a fait le point sur cette fusillade qui a éclaté en plein cœur d'un festival, le festival Salsa on St. Clair en fin de semaine. Et là, l'identité des deux personnes tuées a été dévoilée. Ils ont été ciblés par le ou les assaillants selon les policiers. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Jean-Louis. Salut Alex. Bon, alors c'est... Hier, Oui, vas-y, excuse. Hier matin, on parlait des fusillades, 3 fusillades à Toronto en 2 jours à peine, et on parlait du sentiment de sécurité, hein, des gens qui veulent aller dans un événement réjouissant comme ça, un festival, un beau samedi soir, puis il y a des coups de feu qui sont tirés dans une foule. Et le chef de la police de Toronto, le chef d'AMCU, hier, a rassuré un peu tout le monde en disant, écoutez, après les premiers éléments d'enquête, ce qu'on constate, c'est que c'est une fusillade là, donc les 2 personnes qui sont malheureusement décédées étaient ciblées. Donc, deux personnes de 25 et 20 ans, Shakwan Kouachi, César Varnaza, qui ont perdu la vie malheureusement, mais selon ce que le chef dit, là, les assaillants, qui sont toujours au large, il faut bien le dire, là, avaient précisément ciblé, repéré les victimes. Et ce que j'ai trouvé intéressant hier, c'est que le chef de la police de Toronto a appelé pour un renforcement des lois. Il dit, lorsqu'on ouvre le feu en public comme ça, dans un événement où il y a une foule de gens, il faudrait que les peines soient plus sévères. Il faudrait automatiquement que ça soit considéré ça comme un meurtre au premier degré, un meurtre prémédité. Puis on le sait au Canada, hein, un meurtre prémédité, c'est minimum 25 ans de prison avant une libération conditionnelle. Alors c'est intéressant parce qu'on met beaucoup de gens en danger, même si on veut s'en prendre à un seul individu. Évidemment, c'est inacceptable, mais on augmente le risque de blessures, de dommages collatéraux lorsqu'on fait le feu en plein jour comme ça. Alors, c'est intéressant comme proposition hier du chef de la police de Toronto de dire ces gens-là devraient automatiquement, lorsqu'on va les arrêter, encourir la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut envoyer un message clair. Il faut que ce soit dissuasif. Tant que c'est pas dissuasif, là, oublie ça, il y a encore des crottés qui vont continuer à se tirer dessus comme ça. Après ça, nous, on est là. On assiste à des événements comme ça en plein air, parfois avec notre petite famille. On est en droit de se sentir en sécurité dans notre ville ou dans ces événements-là. C'est pas vrai qu'il faut les laisser gagner, là. Oui, puis il y a un balancier, hein, le législateur fédéral, donc les élus fédéraux qui font le code criminel. Il y a eu une décennie là, avec les libéraux de Justin Trudeau où on a été plus gentils, plus doux. On a desserré certaines lois, certaines dispositions du code criminel, notamment en lien avec les armes à feu. Et là, je pense que comme société, il y a peut-être un retour du balancier où on veut revenir à des peines plus sévères, à lancer un message, comme tu le dis, plus dissuasif. Parce que les armes à feu, même s'il y a moins d'homicides, tant à Toronto qu'à Montréal, les armes à feu, c'est un fléau, c'est plus facile d'en obtenir, c'est plus facile d'en fabriquer. Ça circule aussi beaucoup plus aisément qu'auparavant. Il y a les armes à feu. Il y a aussi, sous Justin Trudeau, les peines plus allégées, là, en fonction de tes origines ethniques. Il me semble, la statue de la justice, il n'y a pas un bandeau ses yeux. Il me semble que oui. Hein? Au Canada, ça ce que certains ont appelé la justice à 2 vitesses. Puis bon, il y a du pour, il y a du contre. Ça aussi, il y en a qui voudraient que, peu importe tes origines ethniques, tes origines culturelles, si tu as commis un crime grave, que tu sois jugé de la même façon. Alors oui, il y a des débats à venir, effectivement, au niveau de la législation fédérale. Maintenant, Jean-Louis, c'est une histoire qui nous avait marqué à Montréal. Un jeune homme schizophrène qui consommait aussi, avait tué ses parents, sa grand-mère, s'était acharné sur eux à coups de couteau. Et là, l'histoire est devant le tribunal. Et ses proches implorent vraiment le tribunal de ne pas le libérer trop vite parce qu'ils craignent pour leur sécurité. Arthur Galarneau, 19 ans, avait assassiné sa mère, son père et sa grand-mère à coups de couteau. C'était vraiment là, un crime innommable, des gestes à glacer le sang. Ça fait pas si longtemps, hein? Ça s'était passé en mars 2023, donc ça fait à peine 6 ans que ça s'est passé. Et il avait été déclaré non criminellement responsable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
il n'est pas coupable, il n'avait pas la responsabilité criminelle de son geste et donc n'a pas de peine d'emprisonnement avec une durée déterminée. Il a été envoyé donc à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel, mais techniquement, Arthur Galarneau, qui est aujourd'hui au début de la vingtaine et dont on ignore le cheminement, la progression en psychiatrie, ben, il pourrait sortir demain matin ou le mois prochain ou dans 1 an ou dans 2 ans si les médecins jugent que son état psychiatrique s'est amélioré et qu'il pourrait réintégrer la société. Et ça, ben, ça inquiète beaucoup de ses proches, évidemment, qui sont encore, on peut le comprendre, hantés par le souvenir ou simplement la perspective de scènes où des dizaines et des centaines de coups de couteau qui avaient été assénés par Galarneau. Et ma collègue Valérie Gontier, qui était hier présente au tribunal, nous rapporte que les proches aimeraient qu'il soit déclaré ce qu'on appelle un délinquant à haut risque. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus difficile pour lui de demander une libération. Les critères sont renforcés et on risque moins de le revoir en liberté dans quelques années. On peut les comprendre, évidemment, d'avoir une crainte simplement de croiser le tueur, de croiser qui se retrouve en liberté. Et hier, devant le tribunal, selon le récit qu'on peut lire ce matin dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, là, ce sont des gens qui sont vraiment apeurés. Là. Il y a une des proches qui dit, tu sais, non seulement j'ai peur qu'il sorte, j'ai peur qu'il récidive, mais j'ai aussi peur qu'ils entendent ce que je viens dire ici devant le juge et qu'ils m'en tiennent rigueur. Donc, c'est des gens qui ont véritablement une crainte pour leur vie. Et à chaque fois qu'il y a, c'est pas la première fois qu'il y a un meurtrier comme ça qui fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle et là peut sortir seulement quelques années plus tard. Et la famille, les proches des victimes sont complètement atterrés, sont dans la crainte. J'ai cherché, Alexandre, ce matin, des statistiques sur les verdicts de non-responsabilité criminelle. Et savais-tu que le Québec, on est les champions de ce genre de verdict? Je suis pas surpris. Je suis malheureusement pas surpris. Au Canada, on est la province qui en donne le plus. Il y a chaque année entre 450 et 500 nouveaux verdicts de non-responsabilité criminelle au Québec. Bien évidemment, c'est pas tous des meurtriers ou des gens qui ont commis des crimes extrêmement graves, mais ce sont tous des gens qui échappent à la procédure habituelle, c'est-à-dire, on te donne une sentence, tu dois la purger, tu es un jour admissible aux libérations conditionnelles, mais il y a une durée fixe de pénitencier ou de prison que tu dois purger. Alors, ces gens-là, simplement, sont envoyés en psychiatrie. Et parfois, 1 an, 2 ans, 3 ans, après avoir commis un crime grave, peuvent sortir de prison. Tu sais, Jean-Loup, j'ai énormément de compassion pour cette famille-là qui a vécu l'horreur. Leurs craintes, je les comprends, puis je les partage à 100%. Puis je te dirais même, je vais aller plus loin. Tu sais, je connais même, moi, personnellement, des proches de cette famille-là. Horrible, horrible, horrible comme histoire. J'espère sincèrement qu'on va réussir avec la nouvelle législation. Là, ça a été adopté en fin de session parlementaire à l'Assemblée nationale, où on va là, vraiment un peu plus accélérer le processus pour les bombes à retardement ambulantes là, dans nos rues, là, pour toute la question de ce danger prévisible, pour forcer l'hospitalisation parfois de quelqu'un, parce qu'il y en a combien là, des proches, des parents, des grands-parents présentement qui essaient de venir en aide justement à quelqu'un qui est en détresse, qui a des problèmes psychologiques, des problèmes de drogue, des problèmes de consommation. Et là, à un moment donné, ils sont démunis. Et ce à quoi on fait face, c'est justement Galarneau qui s'en est pris de manière atroce. Il s'est physiquement acharné sur ceux qui voulaient son bien, qui voulaient le protéger, qui voulaient l'aider. Ça va passer par... c'est complexe comme problématique, hein, mais toute la question du système médical, l'encadrement psychiatrique, il faut qu'il y ait des ressources disponibles supplémentaires. Puis c'est pas simple, hein, parce que au Canada, il y a la Charte des droits et libertés, puis détenir quelqu'un, enfermer quelqu'un, soigner quelqu'un contre son gré, malheureusement, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais tu as tellement raison.
combien de drames auraient pu être évités si les membres de la famille avaient été, je dis pas crus, mais pris au sérieux, où on avait agi peut-être avec plus de vigueur en amont plutôt que de laisser l'irréparable être connu. C'est déchirant à chaque fois. Ah, tu as totalement raison. Un petit mot en terminant sur cet ex-député du Parlement canadien. C'est toute une saisie chez lui, là. Inky Mark, qui était un député conservateur dans les belles années de Stephen Harper, dans les années 2000. Écoute, tu sais, il y a des collectionneurs d'armes, puis il y a des collectionneurs d'armes. Puis il y a Inky Mark. C'est comme une autre catégorie. Lui, c'est drôle parce que hier, la GRC a publié des photos. Il y avait 439 armes à feu chez lui. On la voit à l'écran, une partie de son arsenal. C'est un musée? Dont des armes prohibées. Puis ce qui n'est pas clair avec, c'est qu'est-ce qu'il faisait avec ces armes à feu-là. On ne parle pas ici là, de quelqu'un qui posait un réel danger immédiat pour la société. La preuve, c'est qu'il a été arrêté. Il a été détenu brièvement là, pour l'interroger, mais on l'a remis en liberté après. Donc, on ne pense pas qu'il va prendre ces armes à feu-là et qu'il va aller commettre une tuerie et un carnage. Mais c'est curieux. La façon dont il accumulait ces armes, qui sont vraisemblablement, là, selon ce que la police nous dit, achetées en grande partie sur le marché noir, ça, c'est un canon, un véritable canon qu'il avait dans son garage. T'en bordel un peu. Ouais, c'est pas tout entreposé de manière sécuritaire, si je vois ces tablettes-là. C'est vrai qu'il y aurait peut-être son système de classement est à revoir. Oui. Il fait face quand même à des accusations assez sérieuses au niveau des armes prohibées, le trafic d'armes à feu aussi, hein, parce qu'évidemment, on comprend que ces armes-là sont arrivées des États-Unis sur le marché noir. Puis évidemment, entreposage non sécuritaire. Tu vois, pas juste entreposage un peu pêle-mêle, mais non sécuritaire, si quelqu'un tombe là-dessus, ça peut être dangereux. Donc, cet ex-député amateur d'armes à feu aura à faire face à la justice dans les prochains mois. C'est assez cocasse de voir ces images-là ce matin. Finalement, mon garage n'est pas si en bordel que ça, Jean-Louis. Un gros merci. À demain.